Maintenant, il y a beaucoup d'outils pour se libérer des peurs, hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très facile d'avoir accès à des informations. Je dirais que même le problème de maintenant, c'est peut-être l'excès d'informations ou l'excès de thérapie. On ne sait plus vers où aller, tellement il y en a. Autant il y a 15-20 ans, je pense que c'était pas facile de trouver des thérapeutes qui travaillent dans un sens qui nous convienne, mais alors maintenant, c'est peut-être difficile de faire le tri. Donc moi, ce que je vous propose ici, c'est de vous donner un peu une grille de compréhension de comment fonctionnent certaines thérapies et ce qui va vous permettre, vous aussi, de penser par rapport à votre problématique, qu'est-ce qui est le plus adapté. Comme on parle de peur profonde, la première chose qui vient à l'esprit, comme il s'agit d'une peur, on parle de psychologie, c'est la psychothérapie, hein, l'approche psychologique, la psychanalyse ou toute forme de psychothérapie, qui vont traiter le sujet de la peur en tant qu'émotion. Donc on va parler, comme je vous disais, bon voilà, si de manière comportementale vous avez des schémas répétitifs, on va s'occuper de ça. Par exemple, la peur de prendre la parole en public, on va s'en occuper de manière comportementale, alors voilà, en expliquant pourquoi on a peur, etc. Alors pour moi, l'action thérapeutique, ce qui est très libérateur, déjà c'est l'expression, de pouvoir dire sa peur, de pouvoir exprimer. En fait, ça casse un isolement. Si on n'exprime pas, on reste tout seul dans sa bulle. Et en fait, quand on reste tout seul, on essaye de gérer. Mais en fait, quand on gère, en général, on contracte. Vous voyez, si vous reprenez l'image de la cellule, si on gère, on serre. On contracte, on serre les dents, ça va passer, ça va passer. D'accord? Donc quand on gère, en fait, on ne résout pas. On ne règle pas le problème des peurs. C'est ce que je disais aussi dans la première partie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des personnes peureuses et non peureuses. Il y a différentes stratégies dans la manière de gérer les émotions et gérer les peurs. Donc pour moi, effectivement, passer déjà à l'étape de la parole, c'est très intéressant pour rompre l'isolement, parce que la peur, c'est aussi beaucoup lié à l'isolement. C'est-à-dire que c'est quand on est tout seul. Imaginez le petit enfant qui a peur, hein, il a peur face à quelque chose qui est dans sa pièce, bon, ça peut être n'importe quoi, il a peur du noir. Si sa maman vient à côté de lui pour lui parler, le laisser s'exprimer, alors que la pièce est toujours noire, il n'a plus peur. Donc ce n'est pas forcément le noir qui lui fait peur, c'est le noir tout seul. Hein, donc déjà, rompre l'isolement, pouvoir s'exprimer, c'est déjà une énorme étape. Ensuite, pour aller un peu plus loin que l'expression verbale, parce que l'expression verbale, ce qui parle, c'est notre partie intellectuelle. Mais en fait, notre part intellectuelle, c'est un peu la surface, c'est l'emballage de notre personnalité. Et en fait, ce n'est pas elle qui a des problèmes de peur, parce qu'elle, c'est plutôt la partie qui veut contrôler. Et donc souvent, la partie qui a plus de problèmes de peur, c'est la partie émotionnelle. Alors comment on peut l'aborder? Donc toujours à partir de thérapie, par exemple de thérapie verbale, ça peut être intéressant d'aller un peu plus profond et d'aborder l'émotion, de laisser émerger les émotions. Et donc là, moi, je prends l'exemple que j'ai le plus connu, c'est-à-dire que j'ai beaucoup pratiqué cet outil, la coécoute. Donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est un outil qui est... alors là, il n'y a pas la position du psychothérapeute et du patient, c'est un outil déjà qui est associatif. Donc il y a une dimension d'argent qui rentre dans la formation au départ, mais après, il n'y a pas tellement d'argent puisque c'est des échanges d'attention. On va se retrouver à deux ou en groupe pour échanger de l'attention. Et en partageant cette attention, alors maintenant c'est un peu, vous voyez, on a ces images-là dans les groupes. Alors il y a par exemple, les alcooliques anonymes utilisent beaucoup ces outils, thérapie de groupe, d'échange d'attention. Et pour cause, parce que c'est effectivement déjà, encore une fois, rompre l'isolement, partager ses difficultés à plusieurs, s'apercevoir que, ah mais finalement je ne suis pas tout seul, les autres aussi ils ont les mêmes difficultés. C'est déjà une étape de rompre l'isolement et rompre la peur. Ensuite, dans la coécoute aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que les émotions se déchargent par le corps. En fait, c'est des réactions physiques, les décharges émotionnelles. Et de manière très rapide et caricaturale, hein, je ne vais pas rentrer à fond dans les détails, mais vous voyez, par exemple, la tristesse, ça se décharge par les pleurs. Ça, je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Encore que des fois, on a la confusion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le fait de pleurer et la tristesse. C'est-à-dire que des fois, en fait, nous-mêmes socialement, culturellement, on a tendance à dire ne pleure pas. Parce qu'en fait, si on arrive à empêcher quelqu'un de pleurer, on a l'impression qu'il n'est pas triste. Alors qu'en fait, il faut vraiment penser les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a de la tristesse que la personne pleure, et c'est parce qu'elle pleure qu'elle se libère de sa tristesse. Et donc plutôt envisager les choses comme quand vous voyez quelqu'un pleurer, « Ah, super, tu te libères !»
Hein, ça va changer complètement de rapport aux choses. Voilà, encore qu'il faut évidemment toujours être à l'écoute, c'est-à-dire voir si une personne pleure tous les jours de manière chronique, c'est qu'effectivement il y a peut-être un problème, un autre problème, et c'est peut-être pas de la tristesse d'ailleurs. Parce que justement, il y a des décharges qui sont spécifiques aux émotions. C'est-à-dire que là, donc évidemment, la tristesse, on a besoin de pleurer. La colère, on a besoin de crier ou de taper. Alors évidemment, le problème de la colère, c'est que c'est une énergie violente et destructrice. Donc c'est pas pratique à faire en société. Donc c'est pour ça que je dis crier, taper dans un coussin. Hein, c'est plutôt de le faire dans un environnement sécurisé. Donc ceux qui me connaissent dans le cabinet, c'est dans le gros sac de frappe. Mais à la maison, ça peut se faire dans un coussin. Quand on a besoin de crier, une astuce très simple, c'est la voiture. Vous allez dans la voiture, vous vous isolez un peu en campagne, et là, vous pouvez crier, personne ne vous entend, vous allez faire peur à personne. Donc, votre colère s'évacue sans contaminer les autres avec de la peur. C'est très pratique. Voilà, donc, colère, crier, taper. Et les peurs, alors peut-être un peu moins connues, pourtant on le sait, mais on n'en a pas toujours conscience. Les peurs, ça s'évacue par des tremblements. Le corps, il évacue physiquement la peur par les tremblements. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, quand on a peur, je vous ai dit, ça resserre, ça ferme. D'accord? Donc ça a tendance à figer. Dans le corps, ça va créer de la tétanie, de l'immobilisation. Et vous voyez qu'au moment où cette immobilisation lâche, c'est des tremblements qui arrivent, c'est des spasmes musculaires, par exemple, au niveau des muscles. Donc, en fait, si vous avez conscience de ça, vous allez peut-être remarquer, c'est pas facile, parce que souvent, c'est très très enfoui, on a tellement cherché à contrôler, à gérer nos peurs, qu'on n'a pas du tout conscience de ça. Et en général, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des personnes qui tremblent beaucoup, et par contre d'autres personnes qui tremblent jamais. Et donc ça, c'est lié au fait de nos conditionnements culturels, beaucoup, qui ont fait qu'on a géré et contrôlé, et en général, on a géré et contrôlé certaines parties plus que d'autres. C'est-à-dire que, voilà ce que je dis souvent de manière caricaturale, vous voyez par exemple dans les conditionnements culturels, selon qu'on est une femme ou un homme, en général, les femmes, elles ont le droit de pleurer, mais les hommes, non. Hein. Ça fait pas mal hein, si on pleure, tu es une mauviette, etc. Donc, pour les hommes, hors de question, pleurer, c'est pas possible. Donc, par contre, se mettre en colère, c'est possible pour un homme, ça va. Par contre, pour une femme, se mettre en colère, quand c'est une petite fille, en général, à qui on apprend ça très tôt, t'es pas une jolie petite fille si tu te mets en colère. Hein, alors, c'est caricatural, évidemment, il faut voir dans l'histoire de chacun comment ça joue, mais de manière caricaturale, il y a un peu ça. Hein, les femmes ont le droit de pleurer, les hommes ont le droit de se mettre en colère. Mais vous voyez, comme c'est des besoins spécifiques, on ne peut pas pleurer une colère, ça ne fonctionne pas. Quand on pleure alors qu'on a de la colère parce qu'on a subi de l'abus ou de l'injustice, on peut pleurer éternellement, parce que ce n'est pas la bonne décharge. En fait, on a besoin de se mettre en colère pour rétablir la limite. Et de même, si en fait un homme qui n'a que accès à sa colère par rapport à des choses qui le rendent triste, il peut se mettre en colère de manière chronique. Il est tous les jours en colère d'ailleurs, après tout le monde, et ça ne règle rien à sa tristesse dont il n'a pas conscience et qui n'est pas touché à ce moment-là. Et en général, le noyau des perturbations émotionnelles, c'est des peurs. Et là, c'est encore plus difficile d'accès parce que là, je pense que pour tout le monde, hein, ça a été souvent de manière assez inconsciente. Le seul message quand on entend parler de peur dans l'éducation, en général, c'est « il ne faut pas avoir peur ». Bon, ça ne rend pas beaucoup service, on ne sait pas trop comment faire. Donc la seule chose qu'on essaye de faire, c'est de contrôler et de ne pas laisser les symptômes de la peur, et notamment les tremblements qui en sont la guérison, se manifester. Et donc pour beaucoup de gens, en fait, on a inhibé et bloqué nos tremblements. Donc voilà, une piste pour aller un peu plus loin que le passage verbal, c'est passer par les émotions et passer par ces décharges naturelles. Récupérer ça. Alors, ce qui peut, évidemment, c'est des formes de thérapie qui peuvent être assez impressionnantes parce que ça nous implique énormément, ça brasse énormément, et tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Alors, je vous rassure, c'est pas absolument nécessaire. Il y a plein de possibilités, et notamment, après, je pense que ce qui est très riche, c'est les thérapies corporelles, c'est-à-dire de passer par le corps pour régler les problèmes émotionnels, parce que, comme je vous disais, en fait, ces stockages émotionnels, ils sont stockés dans le corps. C'est tout notre corps qui est une banque de données. C'est-à-dire souvent, quand on parle d'information, on pense surtout au cerveau.
Mais en fait, ce n'est pas que le cerveau, c'est l'ensemble du corps qui stocke les émotions. Hein. Comme les petites cellules, en fait, toutes nos petites cellules sont vivantes. Et donc, elles ont une forme d'intelligence. Ce n'est pas, c'est pas une intelligence pour faire des grands discours philosophiques, mais une intelligence d'adaptation et de réaction. Donc, si elles ont peur, elles se ferment. D'accord? Donc, c'est vraiment à notre corps qu'il va falloir expliquer qu'en fait, il n'y a plus besoin d'avoir peur, que l'assaillant, il est parti, mais que depuis le début, depuis des années, tu t'es fermé pour te protéger, et donc il va falloir maintenant te réouvrir, et donc il va falloir amener l'information à la cellule pour qu'elle se réouvre. Et donc là, il y a quand même beaucoup d'approches thérapeutiques maintenant, mais voilà, pour vous dire en gros, c'est voilà, les approches qui vont inclure le corps, pour moi, sont vraiment très intéressantes. Alors, pour citer ce que moi je connais, hein, je sais qu'il y en a beaucoup plus que ça, moi ce que je connais particulièrement, c'est des approches qui sont issues de l'ostéopathie, où on va en fait écouter le corps. En fait, les ostéopathes ont découvert un outil qui s'appelle l'écoute du mouvement respiratoire primaire, qui est un mouvement interne du corps, qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui peut se déceler au ressenti, au toucher. Et en fait, ce mouvement-là, quand il est normal, quand il n'y a pas de problème, il est harmonieux, il a une bonne amplitude, il va dans toutes les directions, il a un bon rythme. Et quand il y a une fermeture cellulaire, justement des impacts de peur, alors ça peut être aussi des impacts physiques, il y a une restriction des tissus, une contraction, et le mouvement respiratoire primaire est perturbé. Et donc au toucher, on sent vraiment physiquement les impacts des peurs sous forme de rétraction. Et donc en communiquant avec le corps, on peut combiner cette sensibilité d'écoute fluidique de l'ostéopathie avec des outils verbaux par exemple. On peut parler aux cellules, on peut parler à la personne pour l'aider à se libérer tout en écoutant le corps. Et là, je trouve qu'on gagne encore énormément en efficacité. Ensuite, il y a une autre famille d'outils que j'utilise aussi et que je trouve très efficace. C'est un outil qui vient de la médecine chinoise qui s'appelle le Qi Nei Tsang. Donc, comme d'habitude, c'est du chinois pour nous. Mais pour vous le traduire, c'est le massage des organes internes. C'est-à-dire que dans l'approche chinoise, en fait, toutes les grandes familles d'émotions sont gérées par les 5 organes majeurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, ce serait trop long pour cette conférence-là. Mais en gros, voilà, on a les 5 organes majeurs qui contrôlent les grandes familles d'émotions et qui sont perturbés par les grandes familles d'émotions. Et donc, on va passer par la libération physique des organes pour libérer les émotions. Et donc, comme là, le thème, c'est la peur, c'est ce qui va impacter particulièrement les reins. En médecine chinoise, on va dire que c'est les reins qui stockent la peur. Et donc, c'est en libérant physiquement les reins qu'on va libérer aussi les émotions de peur, qu'on va pouvoir traiter les phobies, etc. Donc ça peut être par le massage, hein, le Qi Nei Tsang, c'est le massage où on va aller vraiment masser physiquement les organes pour les libérer de ces mémoires. Et ça peut être aussi par les disciplines personnelles, hein, comme le Qigong qui est aussi un des piliers de la médecine chinoise, où par le Qigong, en fait, dans des pratiques assez profondes et assez avancées, on va soi-même apprendre à libérer nos organes des surcharges émotionnelles. Notamment une pratique dans le Qigong que je pratique qui s'appelle les 6 sons de guérison, qui sont plus des souffles d'ailleurs que des sons. On a des postures avec des souffles particuliers et surtout une façon de focaliser notre attention. On va diriger l'attention sur les organes et petit à petit, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend de plus en plus conscience de notre corps et on va pouvoir le libérer de toutes ces tensions. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez, hein, nous, de manière générale, on n'a pas une conscience très fine de ce qui se passe à l'intérieur. Et petit à petit, en fait, par des pratiques comme ça, on commence à sentir « Ah oui, tiens, ça tire du côté de mon foie. Bon, ben, peut-être qu'il y a quelque chose là. » Alors en médecine chinoise, ça va être colère ou culpabilité, frustration, etc. Et donc, petit à petit, voilà, en développant la sensibilité et en utilisant ces techniques assez simples, on va pouvoir libérer nos organes et finalement libérer notre être tout entier de l'impact de la peur. Voilà, alors c'est du résumé très court, mais c'était toujours pareil, hein, pour que vous ayez un panel assez large. Alors, je voudrais aussi évoquer une technique que je trouve très très intéressante, donc je vous en ai parlé un petit peu, c'est les découvertes de Luc Nicon. Donc surtout ce livre-là, Revivre sensoriellement, donc qui peut être vraiment intéressant à lire. Donc d'une part pour l'explication que je vous ai dit tout à l'heure, que beaucoup de nos peurs racines en fait sont issues de la vie intra-utérine et de la naissance. Donc a priori pas accessibles au niveau de la conscience, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir les traiter. Par contre, elles sont intactes dans notre mémoire sensorielle.
C'est-à-dire que lui, il a découvert, hein, ce n'est pas une théorie, c'est vraiment par la pratique qu'il a observé ça, que vraiment on a tous cette mémoire sensorielle et quel que soit notre âge, notre mémoire sensorielle est toujours en contact avec ces mémoires intra-utérines. Et donc pour traiter les perturbations émotionnelles, ce qu'il propose, c'est un outil extrêmement simple. Vous pouvez trouver des vidéos tutoriels, notamment sur YouTube, hein, qui expliquent très bien ça. C'est tout simplement de retrouver la sensation de perturbation émotionnelle. Donc par exemple là, on parle de peur, et de laisser l'émotion venir, mais une fois qu'elle est arrivée, de passer simplement aux sensations physiques. C'est-à-dire que vous voyez qu'on est passé du mental, la théorie, bon, ça ne va pas nous aider beaucoup, on va aux émotions, on descend d'un cran, et on descend encore d'un autre cran, on va aux sensations physiques. Et en fait, ce qu'il a observé, c'est que toute perturbation émotionnelle se traduit par des sensations physiques. C'est obligé. Alors soit on ne s'en rend pas compte, et donc on n'y a pas trop accès, soit on peut les sentir, et à ce moment-là, si on peut les sentir, on peut mettre notre attention dedans. Alors ça ne demande pas, c'est pas comme le Qigong, ça ne demande pas un effort de concentration extrême, ça ne demande pas des années de méditation. Au contraire, c'est même plus facile, je pense, quand on est novice, c'est simplement noter, tiens, voilà, ça fait ça dans mon corps. Alors en général, vous allez retrouver, comme on a dit tout à l'heure, des choses qui se serrent. Donc ça peut serrer au niveau du plexus solaire, ça peut serrer au niveau de la gorge, etc., etc. Et en fait, la seule chose à faire, c'est d'observer l'apparition de la sensation, d'observer les choses, les effets qui se passent dans notre corps et de les laisser évoluer d'elles-mêmes. Donc ça veut dire ne surtout pas chercher à les traiter par la relaxation, la détente. Vraiment laisser faire la sensation, la laisser évoluer d'elle-même. En général, il y a une série, pour chaque perturbation émotionnelle, on va tomber sur un enchaînement de sensations qui ne dure pas très longtemps. En général, si le mental n'interfère pas, ça dure 1 à 2 minutes. Et au bout d'1 à 2 minutes, vous voyez un soulagement corporel qui vient naturellement. Et à ce moment-là, dans ce qu'il a observé, quand vous avez fait ça, vous avez traité une peur racine. C'est-à-dire une de ces fameuses mémoires de vie intra-utérine, où peut-être, en général, ça s'est inscrit parce qu'il y a eu une perte de connaissance, et que comme il y a eu perte de connaissance, le corps n'a pas pu réguler cette peur. Vous voyez, parce qu'en fait, pour lui, c'est vraiment le corps qui régule les peurs, c'est-à-dire que c'est un processus d'auto-guérison du corps. Hein, de la même manière que le corps se guérit tout seul quand on se coupe, en fait, il se guérit tout seul des émotions qui le perturbent. Mais le problème, c'est que quand il y a perte de connaissance, il y a une déconnexion entre le corps et l'esprit, et donc le processus est enrayé, et donc c'est ça qui peut laisser des empreintes. Et notamment les empreintes fortes, hein, ce qui nous perturbe fort. Alors pour moi, cette technique... je pense que c'est vraiment une technique révolutionnaire. Je pense que c'est vraiment encore un gain de temps énorme par rapport à certains processus thérapeutiques. Alors après, ça marche ou ça ne marche pas. C'est-à-dire que soit on arrive à rentrer dedans tout de suite et ça marche très vite et très rapidement et c'est très efficace, soit ça ne fonctionne pas parce que la personne contrôle trop mentalement ou parce que pour d'autres, il y a quelque chose qui parasite le processus et à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. C'est inutile d'insister lourdement, c'est-à-dire que soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est particulièrement efficace sur les phobies. Les phobies sont traitées très très rapidement avec cette méthode-là. Qu'est-ce qu'il y a? Des peurs chroniques comme ça, la claustrophobie, l'agoraphobie, des choses comme ça. Là, ça va être vraiment très très efficace. Alors, il y a un spectre assez large, quand même beaucoup plus large que ça. Mais voilà, pour citer déjà ça. Bon, Luc Nicon dit que lui, il a eu des succès énormes aussi sur la dépression. Donc ça, c'est quand même assez révolutionnaire, parce que c'est quand même toujours quelque chose qu'on a du mal à traiter, même en psychothérapie. Et donc là, peut-être qu'il y a effectivement beaucoup d'espoir à travers cette technique-là.